Le temps dira si c'est un chef-d'œuvre ou pas. C'est un peu dur. Là, on est encore un peu sous le choc. On l'a vu On ce vient de matin. le voir, ouais. On vient de le voir samedi matin. On ne s'attendait pas à voir le meilleur film de l'année. Tu vois. Train Dreams, le nouveau film de Clint Bentley avec Joel Edgerton, disponible depuis hier soir sur Netflix. Oui, film dont on n'a pas beaucoup entendu parler, qui sort un peu de nulle part. Après un passage très remarqué dans les festivals. Donc il sort sur Netflix, distribué par Netflix, et c'est une surprise assez monumentale. Et oui, effectivement, c'est une très grosse surprise. On va parler plus en détail donc, dans cette vidéo de ce qu'on en a pensé, bien sûr, après avoir donné un peu de contexte autour de la sortie du film. Mais clairement, on n'avait pas vu venir ce film de Clint Bentley qui fait office, je pense, de sérieux candidat au meilleur film de l'année. Clairement, oui. Oui. Tout d'abord, si vous avez cliqué sur cette vidéo, merci. Comme d'habitude, on va un peu donner du contexte autour de la sortie du film. Ensuite, l'histoire, bien sûr, de quoi parle ce film, avant de faire une critique sans spoiler. Et pour ceux qui veulent, dans une deuxième partie, une critique avec des spoilers. On va aller plus en détail. Mais oui, donc, Train Dreams, qui vraiment, pour moi... Alors, Netflix, effectivement, a acheté les droits de distribution après qu'il ait fait un gros buzz à plusieurs festivals, on l'a dit. Je ne sais pas s'ils ont changé la programmation en novembre. Moi, je ne l'ai pas vu venir du tout. Du tout. Il était sur aucun des radars et là, soudain... Mais en tout cas, on l'a vu. Clint Bentley, qui n'en est pas exactement à son premier essai, il a réalisé quelques courts et il avait fait un premier film qui avait été aussi remarqué dans les festivals qui s'appelle Jockey en 2021. Un jeune réalisateur qui monte, un jeune réalisateur américain de Floride, qui commence un peu à se faire remarquer et qui là se révèle complètement avec ce film. Là, clairement, le gars prend son envol, cite de grandes références en commençant par Malik et nous livre un film incroyable, mais on va le dire plusieurs fois au cours de cette vidéo. Avec lui, il emporte dans ses valises, entre guillemets, Joel Edgerton, acteur australien qui avait été révélé en 2010 avec Animal Kingdom. Oui, qui a ensuite joué dans Zero Dark Thirty, dans certains Star Wars comme l'oncle Owen. Warrior avec Tom Hardy. Exact. Peut-être son film le plus connu du grand public, je sais pas. Mais ouais, non, quand même, il commence à vraiment avoir un peu en pointillé. Il fait rarement l'événement, entre guillemets, mais il est très solide. On l'a vu dans The King avec Timothée Chalamet. Exactement. The Thing, remake préquel du classique de John Carpenter. Plus récemment dans The Stranger, qui était une production Netflix, si je me trompe pas. Excellent film, excellent thriller. Et donc qui prête ses traits à Robert Grenier, donc cet Américain du North Pacific West, comme ils disent, l'État de Idaho et Washington, dans cette histoire où il va occuper donc, la majeure partie de l'écran. À ses côtés, Felicity Jones, qui joue donc le rôle de sa femme dans le film. Felicity Jones, qui a été révélée par Rogue One. Oui, encore un spin-off de Star Wars. On l'avait vu avant dans The Theory of Everything en français. Oui, Theory of Everything. Une merveilleuse histoire du temps. Ah oui, c'est vrai. Quel titre de merde. Exactement. Là, clairement, ouais. Donc sur Stephen Hawking, paix à son âme. Plus récemment dans The Brutalist cette année. C'est vrai. Elle est excellente dans The Brutalist. Excellente dans The Brutalist. On retrouve aussi à ses côtés William H. Macy. Oui. Éternel second rôle du cinéma américain, mais très bon acteur. L'un des meilleurs second rôles dans le métier, clairement. Qu'on avait vu chez Paul Thomas Anderson dans Magnolia, on l'a vu dans le 3e Jurassic Park, qu'on connaît aussi de Shameless. Oui, un de ses meilleurs rôles à mon sens. Et pour finir, dans la deuxième partie du film, Carrie Condon, qu'on avait vu dans The Banshees of Inisherin, j'arrive jamais avec ce titre, en 2022, pour lequel elle avait eu le BAFTA du meilleur second rôle. Donc BAFTA équivalent des Oscars en Angleterre, qui arrive dans la deuxième partie du film et qui est excellente comme tout le monde. Donc un très beau casting pour une histoire extrêmement forte, extrêmement touchante. À la fois simple et forte. Ouais. Parce que c'est la vie d'un homme qui part donc dans le nord-ouest des États-Unis pour construire des ponts. Enfin, c'est au moment des Trailblazers en fait, où les Américains ont commencé à construire leur voie ferrée. Donc il fait partie de cette masse qui a jusque-là été complètement anonyme, qui a construit à peu près le rêve américain, construisant les rails, etc. A priori, ça se passe dans les années 20, années 30, je pense. C'est 1910. Ouais, ok. Ouais. Ok, tant pour moi. Donc c'est vraiment le moment où c'était vers la fin de la construction des rails. C'est le portrait d'une époque en fait. C'est le portrait d'un homme au travers d'un portrait d'une époque. Comme tu l'as dit, les pionniers américains au moment de la grosse industrialisation de la première partie du XXe siècle. Donc ça commence début des années 1900 comme tu l'as dit et ça finit un peu sur la conquête de l'espace. Exactement. Donc c'est vraiment une
tu l'as dit, une vie, la vie de ce personnage. Enfin, le film est quand même vraiment centré sur lui, même si donc d'autres personnages prennent beaucoup de place aussi autour. En fait, c'est un film sur la vie. Finalement, on voit partir travailler dans les paysages magnifiques, les grandes forêts des États de Washington et Idaho. Donc là, on est vraiment dans la partie toute nord-ouest. Climat plutôt très tempéré, très vert, avec des grands espaces. Donc il faut, à l'époque de l'industrialisation, des grands espaces qu'il faut relier entre eux pour que le pays avance. Et voilà, on va parler de sa vie, sa famille, ce qui lui arrive. Très dur de plus en parler sans spoiler. Un destin ordinaire dans des circonstances extraordinaires. Et les circonstances extraordinaires, c'est juste un progrès rampant où, dans le temps d'une vie, on passe de pas de train à juste se déplacer à cheval à la conquête de l'espace. On dira bien plus dans la critique avec spoiler, mais moi je le dis direct, c'est un film qui m'a bouleversé, mais qui m'a scotché à mon siège avec des choses simples de la vie, avec l'histoire de la famille, son histoire à lui, ce qui lui arrive, les gens qu'il rencontre quand il va travailler, sur les chemins de fer, sur la construction de ponts ou de chemins de fer, les joies et drames qui lui arrivent. Je trouve que c'est un film époustouflant de justesse et de beauté. On est à la fois... Alors, l'influence Terrence Malick, on la sent dès le début. très vite. L'héritage est assumé. L'héritage est clairement assumé. Moi, le début du film m'a vraiment fait penser, et avec la voix off aussi, ça va un peu dans ce sens-là. Pour moi, ça a vraiment été un mix entre côté Malick, Tree of Life pour le côté famille, le côté très intime d'une vie américaine, et Les Moissons du Ciel, Days of Heaven, le classique de Malick sorti début 80, fin 70, je ne sais plus. Et aussi, pour moi, la grosse référence que j'ai vue aussi, c'est The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, par le lâche Robert Ford, film de Andrew Dominik avec Brad Pitt, qui pour le coup, en ce qui concerne le cadre, le ton très mélancolique, très introspectif, et le côté voix off aussi, qu'on avait aussi donc un narrateur externe qui narrait les événements dans l'assassinat de Jesse James. Tout ça, le côté aussi chemin de fer, un peu des plans qui rappellent vraiment l'intro du film de Andrew Dominik. Donc, tout ça, alors déjà, quand on a ces trois références en tête, dans la première demi-heure du film, on se dit oula. Déjà, ça commence très très bien. S'il te plaît, film, s'il te plaît, reste comme ça jusqu'au bout, parce que là, tu commences très très fort. Et ça finit pareil. Ça se déroule pareil, ça finit pareil. Waouh! C'est un film bouleversant, vraiment. C'est, la touche Malick, on la voit bien avec le côté très contemplatif, les grands espaces, la caméra qui bouge au ralenti, une musique très douce, des personnages qui parlent pas beaucoup. Parce que là, c'est vrai, clairement, c'est des mutis, quoi. Exactement, oui. J'ai été complètement bouleversé, pareil. Enfin, c'est un film qui prend aux tripes. On s'attache au personnage assez rapidement. Pas parce qu'il a une mission à accomplir, pas parce que c'est un héros, juste c'est un homme ordinaire qui veut vivre sa vie, quoi. Exactement. Et vu comment c'est fait, vu comment le contexte est posé, tout ce qui lui arrive nous arrive un peu à nous aussi. Donc à chaque fois, on est heureux quand il est heureux, on est triste quand il est triste. C'est ultra bien réalisé. Cette année, j'ai pas vu un film aussi bien réalisé. Tout à fait d'accord. Et qui tienne la route sur tout le long. Pour moi, c'est vraiment constant. Il y a peut-être un léger flottement, la moitié du film où l'histoire avance peut-être pas aussi vite qu'elle aurait pu, mais c'est vraiment un tout petit défaut, parce que le film, je trouve qu'elle a vraiment la bonne durée, 1h45, je crois. Oui. Histoire universelle, tout simplement. Et d'une grande justesse, extrêmement bien jouée. Extrêmement bien joué, tous les acteurs sont bons, la direction, la photographie est extraordinaire. Après, les paysages sont faits pour, on est dans le Grand Nord, nord-ouest des États-Unis. Le cadre est là, le cadre aide beaucoup le film, clairement. Des forêts gigantesques, quand ils abattent les arbres, on les voit à côté des arbres, c'est majestueux, c'est magnifique. C'est intéressant, donc on entend les arbres tomber et tout. Exactement, visuellement c'est une claque, du début à la fin. Il y a des scènes où c'est assez incroyable. La qualité, la façon dont c'est dirigé, parce que c'est toujours à hauteur d'homme, dans le gigantisme de la forêt où on voit des arbres qui font des mètres entiers de diamètre, on voit tout à taille humaine et on vit ça en fait comme si on était avec eux. C'est pas un film qui plonge vers l'action, on est vraiment au milieu de l'action. Exactement, je suis content que tu en parles, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est ce côté à hauteur d'homme qui est vraiment très bien exploité. Le format particulier aussi du film veut ça. Alors, je ne suis pas expert technique, mais c'est tourné en format 3,5, donc concrètement ce que ça donne sur l'écran, c'est qu'on voit l'image assez verticale, on peut voir très haut, il y a moins de profondeur, et sur les côtés, l'image un peu plus réduite, donc c'est plus un carré. C'est un peu le format VistaVision, notamment qui avait été utilisé à l'époque d'Hollywood, des grands films
Peplum et compagnie beaucoup, mais aussi récemment par Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre. Mais donc oui, effectivement, comme tu l'as dit, à hauteur d'homme, c'est vraiment filmé, on a l'impression qu'on est avec eux. Il n'y a pas de plan, enfin il y en a un ou deux, mais il n'y a pas de plan impossible. Il n'y a pas de plan qu'un humain ne pourrait pas voir. Exactement. C'est toujours à hauteur d'hommes, d'adultes, ou alors pour les scènes avec les enfants, encore une fois, grosse référence que j'ai bien senti avec The Tree of Life. Oui. On voit la fille de Robert, du personnage de Joel Edgerton, courir un peu autour de la maisonnette, toujours à hauteur d'humains, et du coup on se sent avec eux. Exactement. Et c'est mixer ça avec des décors naturels assez époustouflants, un rythme aussi, un rythme de réalisation qui est assez intéressant parce que c'est contemplatif, mais on s'ennuie pas. On arrive à rendre des gestes assez anodins du quotidien, intéressants, et on se prend dans sa routine, on voit son travail de tous les jours, comment il est avec sa famille, etc., ses doutes, ses peurs. Tout ça, on le voit vraiment de façon assez impressionnante. Oui, effectivement, le rythme du film est parfait pour ce genre d'histoire. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est adapté du roman de Dennis Johnson, qui est sorti en 2011. Donc oui, un rythme assez lent, comme si on lisait un livre avec des chapitres. C'est vraiment adapté comme une adaptation de livre au pied de la lettre, parce qu'il y a le côté narration, il y a le côté chapitrage. Ça arrive à retransmettre des émotions avec très peu de mots, et juste avec des mouvements de caméra, en insistant de temps en temps aussi sur certains plans, ça arrive à faire passer des messages. Et c'est du Malick dans le texte, mais là, on arrive à le voir chez un autre réalisateur qui montre qu'il peut faire la même chose, tout en gardant un peu son intégrité. Tout à fait, et sans le côté un peu agaçant de Malick. Moi, je suis un grand fan de Malick, mais les dernières années n'ont pas toujours été... on peut pas montrer les meilleurs films de Malick, qui devient très obsédé par Dieu, la religion, tout ça, qui sont un peu des thèmes qui prennent un peu trop de place, qui ont toujours été là, mais qui prennent un peu trop de place dans ces derniers films. Là, c'est une histoire assez simple. Il y a moins d'expérimentation aussi que chez Malick. Encore une fois, à part le format, le type de pellicule utilisée, et le rythme du film, tout est assez classique dans la forme, mais extrêmement juste. Excellent film, vraiment excellent. Le temps dira si c'est un chef-d'œuvre ou pas. C'est un peu dur. Là, on est encore un peu sous le choc. On l'a vu ce matin. On vient de le voir samedi matin. On ne s'attendait pas à voir le meilleur film de l'année. Tu vois. Non, j'étais pas prêt, moi. Moi, j'étais pas prêt non plus du tout. Mais donc, le temps dira si c'est un chef-d'œuvre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est déjà un grand film. Pour moi, c'est 9 sur 10. Ah oui, je te rejoins complètement. Mais vraiment, c'est la seule fois quand je pense que l'année n'est pas finie, mais première fois jusqu'à présent qu'on a donné cette note, mais avec grand plaisir. Voyez Train Dreams, excellente surprise. Favori pour les Oscars aussi. Oui. Nouveau favori. Nouveau favori. De Joel Edgerton qui pourrait avoir une nomination. Et une nomination pour le meilleur film aussi, j'imagine, parce que vu la qualité. Ça ne m'étonnerait pas que Clint Bentley soit aussi nommé pour le meilleur réalisateur, parce qu'il porte vraiment sa patte. Donc vraiment, on en reparlera de ce film très sûrement. Il me semble qu'il y a une sortie en salle qui est prévue fin janvier, justement des Oscars. Exactement. Je pense c'est pour plus une sortie marketing qu'une vraie sortie cinéma. Du buzz, mais franchement... Tant mieux, parce que ce film-là au cinéma, ça doit être une claque totale. Absolument. C'est du grand cinéma. Ce film-là, c'est du grand cinéma. Voyez-le. Voyez Train Dreams. Si vous l'avez déjà vu, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On adorerait avoir vos avis. Et pour ceux qui veulent, on va maintenant passer une partie avec spoiler pendant quelques minutes qui nous restent. Ouais. Ouais, mec, mais sérieux, je suis encore sous l'émotion de ce que j'ai regardé ce matin. C'est incroyable. Ouais. Après, il y a deux moments que je retiens plus que d'autres. Le premier moment, c'est au moment où il y a le travailleur chinois qui est accusé de vol. Ouais. Qui est un peu un moment critique du film. Ça construit aussi un peu la personnalité de Robert par la suite. Ouais. Pas tant parce qu'il est arrivé à ce pauvre travailleur qui se fait lyncher, accusé de vol. C'est par rapport à là où on est aux États-Unis. Il y avait beaucoup d'immigrants chinois à l'époque qui venaient aussi pour travailler, qui venaient aussi pour chercher une meilleure vie. Mais il y avait une grosse discrimination. Exactement. Et dont ce personnage en fait les frais dans le film. Et c'était un peu le bouc émissaire. Et c'est pas que Robert fasse quelque chose pour lui nuire, c'est son absence d'action qui le hante au final. Donc, parce qu'il a senti sur le moment que seul face à tous, il allait y passer aussi. C'est une scène de travail quotidienne sur la compagnie qui fait le chemin de fer et le pont associé. Et il y a tout d'un coup 3 ou 4 mecs qui arrivent, qui viennent choper ce travailleur d'origine chinoise. Ils viennent le choper et au début, ils demandent l'aide de Robert, qui commence un peu à aider, qui est un peu perdu, après qui lâche l'affaire. Et finalement, les 3 autres vont littéralement le jeter dans le ravin, à partir du pont. Oui. Et donc, vont le tuer. Et donc, effectivement, là,
alors ça va être un peu le choc initial dans le film, ça va hanter le personnage de Rob Up, qui va avoir des visions de ce gars qui vont être là tout le temps présentes. Et c'est vrai que c'est un peu le choc initial de l'histoire. Ouais, il a ce poids de la culpabilité, on le voit pendant tout le film, parce que ça ne le quitte pas, qui est ensuite aggravé par un deuxième drame majeur dans sa vie, qui, là, pour le coup... Alors vraiment, si vous n'avez pas vu le film... non, arrêtez de regarder maintenant. La vidéo, non. Si le gros spoiler du film ne vous dérange pas, allez-y. Mais donc il y a un moment, une scène où il y a un grand feu qui se déclare lorsque Robert revient de son travail, donc il est en train, il voit qu'il y a beaucoup de fumée dans une zone de la forêt où il vit avec sa femme, et il se précipite, le feu énorme ne lui permet pas d'arriver assez rapidement sur le lieu où il habite, et on comprend par la suite donc que sa femme et sa fille sont au moins portées disparues, au pire ont péri dans les flammes. Exactement, et c'est là où il devient complètement reclus, et c'est cette partie-là du film, en fait, à partir du moment où il se construit sa petite cabane, après ça, il commence à vivre en ermite. Vu qu'on est attaché au personnage, au moment où ce drame arrive, on a une empathie très forte pour lui et on a envie d'être avec lui juste pour le tenir compagnie, en fait. C'est ça qui est assez incroyable. Voilà, on a envie de voir comment il va évoluer. C'est qu'on se sent très proche. L'histoire est tellement bien racontée, qu'on soit un homme ou une femme, je pense qu'on vit autant la chose. Hein. C'est des drames qui peuvent arriver dans la vie, malheureusement. Et c'est de ça que le film parle aussi. Toute la première demi-heure, qui peut-être est un chouïa long, les chocs de l'histoire peut-être mettre un peu trop de temps à arriver. On est sur quelques minutes, on n'est pas sur beaucoup. Mais la première demi-heure, c'est vraiment le bonheur. Il le dit d'ailleurs, la voix off, Bud ne le sait pas à ce moment-là, mais ce sera les meilleurs moments de sa vie. Oui. Voilà, c'est les moments les plus heureux quand il est avec sa petite fille, avec sa femme et tout. Des moments de bonheur intense. Après, il y a des moments de flou, des moments un peu d'interrogation et des moments d'horreur absolue, de drame qui malheureusement peuvent arriver dans la vie. J'aimerais juste un peu faire le parallèle avec donc, le cinéma de Malick, qui a toujours eu comme obsession la nature. L'obsession de la place de l'homme dans la nature. Alors Malick lit beaucoup ça à Dieu. Pour lui, la nature, c'est Dieu, c'est la grâce. Il en parle dans Tree of Life. Ici, sans aller autant dans l'aspect religieux, c'est très intéressant avec les dialogues avec le personnage de William Macy vers la moitié du film. William Macy, juste avant de mourir, dit c'est tellement beau, tout ça. Il y a vraiment donc, ce côté dans le film. Les hommes sont très peu de choses face à la grandeur de la nature, mais qui forment un tout. Exactement. C'était un peu harmonie, les vies des hommes qui sont faites de bonheur, de joie, de tristesse, etc., au milieu de cet ensemble magnifique, qui peut être magnifique, parce que la nature, ça peut aussi être... justement, c'est la nature qui lui prend sa famille. Donc, au final, on voit que c'est l'homme face à la nature, le côté passager de l'homme face au côté constant de la nature, qui sera toujours là. Qui parle des arbres qui ont 5000 ans, le mec qui parle, le personnage de William Macy, qui quand même... réfléchit sur le fait qu'on est en train quand même de couper des arbres qui ont plusieurs centaines d'années. Ça affecte forcément les gens. Il dit qu'on le reconnaisse ou pas, ça affecte son homme. Et c'est vrai. C'est vrai. Et c'est l'un des aspects du film que je trouvais très intéressant parce qu'on a en parallèle un progrès rampant avec l'évolution du train, la voiture, l'avion, etc. Et en même temps, la nature qui reste la même mais qui, elle, ne changera plus. Et qui peut toujours prendre le dessus à n'importe quel moment. Je voulais juste parler de cette scène où il est dans l'avion. Pour quelqu'un qui est né dans une société qui n'avait même pas de moteur et qui finit derrière assis dans un avion, on voit que lui, il a traversé tout ça, il a traversé des périodes de drame intenses, il s'est un peu reclus, refermé, etc. Et après, il a une ouverture sur le monde pour voir un monde qu'il ne connaissait absolument pas, vu qu'il a toujours été cantonné dans la même région. Donc, quelqu'un qui a tout perdu et qui se retrouve avec une ouverture vers le monde, vers l'inconnu total pour lui, c'est aussi un parallèle qui est assez intéressant, qui est mis en place par le film et qui clôt 1h45 de pur bonheur de cinéma. Quoi. Tout à fait, exactement, pur bonheur de cinéma. Le dernier, en général, dans les films, les montages, c'est souvent dans les comédies romantiques, pour aller vite dans une histoire, on montre plein d'images qui nous racontent un peu ce qui se passe dans une durée qui n'est pas la vraie durée des faits. Tous les films d'action ou tous les films de sport où il y a ces montages pour montrer la préparation. Où ils s'entraînent, ou la préparation d'une bataille, ce genre de choses. En général, les montages dans les films, ça peut être assez naze, mais là, la dernière minute, je crois, avec ce montage de ce qu'on a vu dans le film, donc où le gars, on voit, il voit sa vie de passer devant ses yeux, même s'il ne meurt pas à ce moment-là, mais il voit sa vie se dérouler devant ses yeux. Honnêtement, c'est vraiment un moment de pure émotion comme rarement on en a dans les films. Et on n'est pas trop dans le pathos, on est vraiment plus dans la beauté
C'est dans la normalité de la vie, en on fait. est dans la beauté pure et dure, et c'est vraiment, le fait d'en parler, je reviens un peu dans l'émotion du film. Le film se termine en beauté, quoi. Il commence extrêmement bien, se déroule bien, et se termine là-dessus, c'est incroyable. Ouais. Quel claque. Chapeau, franchement. Quel claque. Donc vraiment, pas grand-chose de plus à dire, mais si on pourrait en parler pendant des heures. Clairement, oui, parce que 1h45, mais c'est du concentré, quoi. C'est très dense. Beaucoup de cinéma, beaucoup de talent, beaucoup de sensibilité, plein de choses. Donc regardez Train Dreams, qui est excellent, le film de l'année à ne pas manquer. On espère peut-être, déjà on espère qu'il aura beaucoup de succès sur Netflix, et on espère aussi, lorsqu'il aura une ressortie ciné, qu'il se fera plus connaître à ce moment-là. Oui. Et puis clairement, c'est ce film à l'Oscar du meilleur film. Là, on est sur du très très haut niveau. Si on parle de cinéma pur et dur, incroyable. Masterclass. Voilà. Dites-nous si vous êtes aussi enthousiaste que nous, si vous avez vu Train Dreams. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous comptez le voir, dites-nous aussi, on en parle ensemble. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci d'avoir partagé un peu ce moment de cinéma avec nous, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, avec grand plaisir.